Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Suivez avec moi tous les samedis à 15h heure de Washington, 20h temps universel Washington Débat, une émission des services de programme de Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Radio Guinée USA, c'est cette première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé sur votre téléphone portable à partir des États-Unis en composant le 209 647 16 99 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. En direct sur Radio Guinée USA, votre émission de tous les samedis Washington Débat, l'émission des grands débats politiques, économiques et socioculturels. Washington Débat animé par Georges Léonard Seigneau, c'est tous les samedis sur nos antennes. Connectez-vous, mesdames et messieurs, en cliquant sur www.rgusa.net ou appelez le standard de la radio et participez en direct sur nos antennes tous les samedis en composant le 209 647 16 00 et le code qui suit c'est le 67 21 37. Encore une fois, pour participer à Washington Débat en direct tous les samedis sur nos antennes, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, il suffit de composer le standard de la radio qui est donc le suivant 209 647 16 00 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. Washington Débat, c'est tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Pour vos critiques et suggestions, pour vos dédicaces, une seule adresse, contact@rgusa.net. contact@rgusa.net ou à washdébat@gmail.com. Washdébat, ça s'écrit donc W-A-S-H débat D-E-B-A-T-S ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard Seigneau. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. 15h03 Washington, 20h03 en temps universel coordonné, mesdames et messieurs, bonsoir et je vous dis bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA émettant à partir de Washington, où un soleil se bat sur la tête des gens, le printemps oblige. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes de Radio Guinée encore une fois, 64e édition de Washington Débat en ce samedi ensoleillé. 17 mars 2012, principaux thèmes, mesdames et messieurs, la Guinée, l'Afrique et les États-Unis. Invités du jour, mesdames et messieurs, les leaders d'opinion et les membres de la société civile africaine. Guinée, comment des personnes d'obédience politique différentes peuvent-elles cohabiter ensemble sans heurts ni conflit? Comment le Guinéen peut-il réclamer ses droits à travers une manifestation de rue sans troubler l'ordre public et sans casser les biens d'autrui? Nous le saurons tout à l'heure avec nos panélistes qui sont déjà nombreux sur nos antennes, mesdames et messieurs. Sur le plan africain, donc le thème panafricain, pourquoi l'Afrique, avec ses 53 États et après plus de 50 ans d'indépendance, n'arrive-t-elle pas à percer dans la haute technologie, mesdames et messieurs? Et en quatrième position, selon vous, pourquoi le continent est-il devenu grand consommateur des technologies importées d'ailleurs dans les domaines ci-après agriculture, transport, communication et les biens immobiliers? Et bien entendu, aux États-Unis, notre pays d'accueil, l'Internet y est né il y a bien longtemps. Quelle influence les réseaux sociaux de communication
ont-ils sur la vie des Américains en général et sur l'économie en particulier qui bat de l'aile en ces temps de printemps? Mesdames et messieurs, le standard est ouvert 209 647 16 00 et le code qui suit directement après avoir appuyé sur la touche dièse 67 21 37. Vous pratiquez en ce moment même Radio Guinée, autant pour nous. Vous pratiquez en ce moment même Radio Guinée USA, émettant à partir de Washington. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Alors, mesdames et messieurs, nous aurons en ligne de Washington DC, nous avons déjà en ligne de Washington le politologue guinéen, monsieur Nima Chérif François. Et nous avons aussi un autre panéliste de renom qui vient de faire son entrée. Monsieur ou madame, vous serez appelés à vous présenter. Alors, le monsieur dont le numéro se compose comme suit, 236 669 43 05. Alors, c'est apparemment un appel extérieur de Washington. Et bien entendu, comme tous les week-ends, madame Yvonne McCurry est déjà en ligne. Notre consoeur qui nous aide à animer ce grand débat, journaliste et écrivaine d'origine ivoirienne, donc une panafricaine confirmée et affirmée. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur nos antennes, le standard est ouvert. Alors, nous allons commencer par ce thème guinéen, comment des personnes d'obédience politique différentes peuvent-elles cohabiter ensemble, sans heurts ni conflit. Et comme vous le savez, dans la tradition africaine, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Nous allons donc directement ouvrir l'antenne pour le politologue guinéen, M. Chérif Niman François. M. Chérif Niman François, le thème qui nous regroupe cet après-midi, c'est donc la Guinée, l'Afrique et les États-Unis. Mais pour commencer, nous allons donc vous poser cette question. Pourquoi, comment des personnes d'obédience politique différentes peuvent-elles cohabiter ensemble sans heurts ni conflit, M. Chérif Niman François? Merci à tous les autres qui participent à cette émission et merci aussi à ceux qui vont nous suivre, nous prendre en fou de chemin. Les conflits d'origine politique qui sont éparpillés à travers le continent africain et pas seulement l'Afrique, même les pays du tiers-monde en général, sont du fait que les programmes des partis politiques ne sont pas suivis à la lettre et ne sont même pas expliqués à la population en général. Donc, un parti politique formé avec un leader en tête qui aspire chercher la confiance de la population pour briguer un mandat du peuple doit être capable d'expliquer son programme et non pas s'afficher à une ethnie ou à une région ou à un village bien donné. C'est vrai, on dit souvent en politique que toute politique est locale, parce que ça va de la personne à sa famille, au village, à la préfecture, à la région, à son pays et au continent. Mais tout ça doit être matérialisé sur papier, ce qu'on appelle le programme politique, qui doit vendre aux gens. Donc, si les leaders africains jusqu'à nos jours, vous apprenez qu'il y a des conflits au Kenya, au Rwanda et en Côte d'Ivoire, et partout ailleurs, parce que la population, d'abord, l'un des facteurs clés qui n'encourage même pas plutôt les leaders à expliquer leur programme, parce qu'ils ne comprennent même pas, c'est parce qu'on a une forte majorité analphabète. Donc, chez les gens aujourd'hui, vous étiez à la radio chaque fois quand je parle d'idéologie, il y a même des gens, des intellectuels qui me parlent que c'est des faux programmes. Il faut laisser, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Mais notre combat aujourd'hui en tant que politiciens, c'est de faire en sorte que les gens, les politiciens parlent du programme et non qu'on cesse de regarder le nom ou l'origine du candidat. On vérifie le passé, qu'est-ce qu'il a, s'il a un passé record, un record criminel ou un record bien tenu. On vérifie tout, on met, et on lit le programme, qu'est-ce qu'il est capable de faire différemment à un autre candidat pour choisir qui est le meilleur. Et donc, si cela est fait, et le jour que nous allons arriver à un moment donné, où, dans l'histoire de l'Afrique, ce n'est plus les noms qu'on considère, ce n'est plus l'origine qu'on considère,
ce jour, nous aurons des leaders politiques guinéens et africains plutôt qui vont s'asseoir table à table, radio à radio, pour expliquer leur programme et demander que les gens, les populations adhèrent à ce programme et non pour dire que je suis de coin B, celui du coin A n'a pas le droit de me supporter ou bien c'est des trucs qui puissent me supporter. Parce que seulement, ils n'arrivent jamais à expliquer extrêmement ce qu'ils doivent faire à la population et pour que la population doit leur confier leur représentation, ce qu'on appelle le mandat. Alors, M. Cheikh, merci, je vous comprends bien. Merci d'avoir fait le tour de l'Afrique avec un panorama bien fourni. Mais ce que je voudrais vous demander, dans votre explication, vous avez tendance à dire que les conflits sont issus des mauvais programmes des leaders politiques africains d'une façon générale et guinéens en particulier. C'est ce que vous semblez dire, M. Chérif Nima? Bien sûr, moi j'ai dit, on dit, les politiciens disent que aucun pays n'est riche, aucun pays n'est pauvre. C'est le mode de gouvernance qui fait que le pays se développe ou bien ne se développe pas. Il y a des pays aujourd'hui, il y a des pays émergents, il y a des pays développés, il y a des pays sous-développés, mais pourquoi d'autres sont sous-développés? Parce qu'ils ont un mode de gouvernance qui n'est pas adapté à leur comportement, à leur structure. Voilà, je voulais dire plus précis. Un parti politique qui a pris aux élections, il gagne avec son leader en tête. Et généralement, vous avez remarqué que ce qui est dit pendant la campagne, le président élu n'arrive même pas à suivre, ne prend même pas son temps pour lire son programme lui-même. D'abord, dans la plupart des cas, ces programmes sont liés à des jeunes universitaires qui écrivent pour eux, moi je connais, qui écrivent pour eux, donc ils ne maîtrisent même pas. Donc, ils utilisent seulement la région, le village pour se faire élire. Maintenant, il va au perchoir, il n'arrive pas à suivre ce qu'il avait dit ou il n'arrive même pas à relire ce qu'il avait promis pour pouvoir faire ce qu'il veut. Sinon, tous les pays sont riches, tous les pays sont riches. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, Monsieur Chérif Nima, nous vous comprenons très bien. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même Radio Guinée. Notre invité du jour, Monsieur Chérif Nima, et d'autres panélistes, Jean-Pierre Guilavogui, qui est un panéliste de renom, est déjà en ligne depuis Philadelphie, en train de suivre le politologue guinéen. Il est prêt à bondir dès que le micro lui sera ouvert. Et en ligne de Washington, bien entendu, notre panéliste, pas le moindre, Monsieur Gilles Fangamou. Monsieur Gilles Fangamou qui a tenu à soutenir les femmes le week-end dernier. Bravo à vous, Monsieur Fangamou. Restez en ligne. Alors, Monsieur Chérif Nima François, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter, pour avoir une bonne cohabitation entre les éléments issus de différents partis politiques, mais qui sont appelés à vivre ensemble? Puisque vous avez expliqué l'origine des conflits, c'est parce que les programmes sont mal faits, les gens, au lieu de voter les programmes, ils votent plutôt les personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le Guinéen issu du parti présidentiel puisse cohabiter avec cet autre Guinéen qui est issu de l'opposition pure et dure en Guinée, M. Chérif Nima François? Voilà, j'avais mentionné un peu dans l'exposé, lors de ma première intervention, j'avais dit qu'aujourd'hui, sur tout le continent, pas seulement en Guinée, dans le continent, notre combat en tant que politicien, c'est de faire en sorte qu'on ne regarde pas le candidat, mais qu'on regarde qu'est-ce que le candidat va proposer. Et que les décisions autour de la table, des dîners politiques, des déjeuners politiques, soient autour du programme que chacun apporte et avec les défenses, les moyens pour les réaliser. Mais M. Nima François, on me signale du côté de la technique que nous avons un autre panéliste, apparemment un appel lointain. Messieurs, dont le téléphone se compose de la façon suivante, 236 669 43 00. Vous êtes à l'antenne en direct sur Radio Guinée USA et l'émission que vous suivez pour la première fois s'appelle Washington Débat. Georges Léonard Sagno ici dans le studio central de Washington. Pour commencer, messieurs ou madame, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée. Bonjour. Ah oui, à qui est l'honneur? Moi, je me nomme Georges Léonard Sagno, animateur de Washington Débat Radio Guinée USA, mettant à partir de Washington. Georges, comment ça va, mon frère? C'est Dr Camara, l'ancien ministre de l'Agriculture.
Ah, très bien, docteur, voilà, quel honneur. Hein. Je vais très bien, docteur. Merci de nous faire ce grand coup de surprise. Merci, docteur. Alors, bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Je sais que vous êtes... merci beaucoup. Je suis à Bamako dans le cadre de la 15e réunion du comité intergouvernemental des experts de l'Afrique de l'Ouest discuter pour exploiter les potentiels agricoles pour la croissance et le développement en Afrique de l'Ouest. Voilà. Ah, bravo, docteur. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi, docteur nous appelle depuis Bamako, au Mali. Voilà, donc, ce qui est très bien. Alors, docteur, sans plus tarder, le thème qui nous regroupe ici, c'est comment des Guinéens issus de différents partis politiques peuvent cohabiter ensemble sans heurts ni conflit, docteur. Voilà, il faudrait que ces Guinéens, justement, qui sont dans les différents partis, mettent la Guinée, la nation, au-dessus de toute autre considération. Si chacun se place dans ce contexte, je crois qu'il n'y aura pas de heurts ni de frustration. Voilà. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, alors, docteur, on vient d'écouter un autre compatriote guinéen qui disait que l'origine des conflits, souvent, c'est le fait que les programmes politiques sont mal ficelés. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, c'est son sentiment. Je ne dirais pas que tous les programmes sont mal ficelés, parce que dans tous les programmes, nous avons les sujets essentiels. Chacun parle de l'unité, chacun parle de la croissance économique, chacun parle de la satisfaction des besoins sociaux primaires, chacun parle de la sécurité alimentaire. Donc on ne peut pas dire que les politiques sont mal ficelées. Peut-être que les politiques sont mal exécutées. Ils sont très bien sur le papier, mais les politiciens, une fois devant les foules ou bien dans les manifestations, je crois qu'ils ne tiennent pas, ils n'ont pas le contrôle de leurs manifestants et tout cela. Je crois que c'est là un peu le problème. Sinon, ce n'est pas fondamentalement le ficellement des programmes. Très bien, docteur. Alors, docteur, comment le Guinéen peut-il réclamer ses droits à travers une manifestation de rue, par exemple, sans troubler l'ordre public et sans casser les biens d'autrui, puisque nous savons en Guinée que généralement, il est de coutume, quand on parle de manifestation de l'opposition, alors il se traduit, cette manifestation se traduit directement par des casses et des vandalismes, des actes de vandalisme qui sont souvent très regrettables dans notre pays. Alors, comment apprendre à manifester sans casser, docteur Mamoudou Kamara? Voilà, je crois que le maillon faible justement de ces partis politiques, c'est le manque de formation politique des citoyens. Ils accordent très peu d'importance à la sensibilisation des citoyens, à la formation de leur cadre, parce qu'il faudrait apprendre à chaque citoyen que sa liberté commence là où finit l'autre. Il faut respecter la liberté des uns et des autres. Mais justement, dans la réunion des partis politiques, peu d'importance est accordée à la sensibilisation, à la formation politique des cadres. Il faut respecter le bien public. Il faut respecter le droit de l'autre. Vous avez le droit de manifester, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher l'autre de vivre. On ne peut pas casser une voiture en disant que nous sommes pour telle politique. Comment voulez-vous réclamer, n'est-ce pas, à diriger un pays si vous êtes contre déjà le bien public? Vous cassez la voiture des gens innocents qui rentrent du boulot fatigués. Comment voulez-vous être, n'est-ce pas, à la tête d'un pays dans ce cas? C'est cela le problème. Donc il faudrait que les 95% même des activités de ces partis soit consacré, n'est-ce pas, à la sensibilisation, à la formation, n'est-ce pas, politique des cadres, des choses, des manifestants, des partisans. Très bien. Docteur, on ne va pas vous retenir longtemps dans un autre registre. Vous êtes en direct de Bamako pour nous parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, comme disent les Américains, quelques flavors, quelques grandes lignes de votre séjour à Bamako? Qu'est-ce qui vous amène à Bamako? Qu'est-ce qui ressort de votre séjour Bamako, docteur Mamoudou Kamara? Notre séjour à Bamako, c'est justement parler comme votre second thème le dit, comment dans 50 ans les pays africains n'ont pas pu, n'est-ce pas, se mettre au diapason des choses. Nous sommes réunis justement pour savoir comment nous ne pouvons pas utiliser les potentiels agricoles de nos pays pour la croissance et le développement de notre continent. Et nous sommes là pour réfléchir sur ce thème et comment valoriser justement les potentialités agricoles pour l'économie rurale, pour l'économie d'une manière globale de l'espace CEDEAO. La production agricole, la production des céréales brutes, les disponibilités des terres en Afrique, le potentiel d'irrigation, etc. Le changement climatique et son rôle justement néfaste sur la production, etc., etc.
Nous sommes donc là pour ces questions essentielles pour que le potentiel agricole de notre continent nous permette justement de produire suffisamment pour nourrir nos populations et exporter ailleurs pour booster la croissance économique de nos États. Voilà, docteur, voilà, on a entamé directement le thème panafricain, puisque c'est cela qu'il s'agit à Bamako. Alors, pensez-vous que l'Afrique a fait des progrès depuis plus de 50 ans d'indépendance? Il a fait un peu de progrès, mais ce n'est pas suffisant, réellement. Le progrès réalisé en Afrique n'est pas à l'attente, n'est-ce pas, de sa population, parce que jusqu'à présent, la plupart de ces pays importent pour pouvoir vivre. Alors que nous avons énormément de terres, nous avons énormément de conditions de l'eau, nous avons énormément de soleil, nos villes ne sont pas électrifiées, nos villages sont dans la pauvreté absolue. Donc je ne pourrais pas dire que pendant ces 50 ans, tout ce qui a été fait est mauvais, mais vraiment ce n'est pas encore suffisant. Nous devons beaucoup travailler, nous devons beaucoup surtout nous pencher sur la bonne gouvernance pour que ces pays puissent exploiter l'essentiel de leur potentialité et les mettre au service de la population qui croupisse encore dans la pauvreté absolue. Docteur, comment expliquez-vous le paradoxe guinéen? La Guinée, un pays béni, disons, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, autrefois les rivières du Sud, où tout pousse, mais très malheureusement, les Guinéens vivent en grande partie du riz importé. Comment expliquez-vous ce paradoxe? L'agriculture guinéenne est mal en point. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe, docteur Mamoudou Kamara, vous qui avez été ministre de l'Agriculture? Non, mais parce que je vais le dire, on ne va pas se casser la face, parce qu'il a manqué justement de volonté politique. Et quand je dis volonté politique, ça ne relève pas d'une seule personne. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas la volonté politique, justement, c'est la politique du gouvernement en la matière pour accorder le maximum de ressources, n'est-ce pas, pour ce secteur, pour que les infrastructures soient améliorées, pour que les terres soient aménagées, pour que les intrants soient mis au point, pour que les producteurs soient formés, tout cela. Nous avons fait des efforts dans tout ce cas, mais vous vous en souvenez. Ce n'est pas suffisant également de faire ces politiques. Il faut que le pays soit stable, il faut que la politique soit cohérente. Alors, il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble dans le gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup d'efforts ont été faits. Quand moi j'étais ministre, je vous le rappelle, en 2007, on avait eu peut-être une autosuffisance dans certaines régions. Mais pourquoi nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à valoriser tout cela? Parce qu'il fallait une politique cohérente. Ceux qui avaient produit suffisamment de riz, il fallait n'est-ce pas, racheter leur production, les conserver et les mettre sur le marché. Mais c'est les commerçants justement qui vont vers ces producteurs pour les racheter à vil prix, parce qu'il faut qu'ils vivent. Et suffisamment, dans 1 mois, 2 mois, celui qui a produit suffisamment ne se retrouve plus avec sa production sous la main. Donc voilà un tas de choses, voilà justement des considérations qu'il faut tenir en compte dans les programmes, dans les stratégies et des politiques et tout ce qui s'ensuit. Nous avons eu de très bonnes politiques bien ficelées, mais nous n'avons pas eu les moyens de nos politiques. C'est cela aussi l'Afrique. Donc il y a tellement de facteurs qui concordent à tout cela, parce qu'un ministre de l'Agriculture, tenez-vous bien, n'a pas la parole dans le pays, si vous voulez, face à un ministre par exemple des Finances. Et le ministre de l'Agriculture peut avoir de très bonnes idées, de très bonnes réflexions, mais c'est un mouvement gouvernemental qui doit l'aider, n'est-ce pas, à mettre en valeur tout ce qu'il a mis dans sa politique. Voilà un peu la considération générale de tous ces facteurs-là. Alors, docteur, rapidement, quelle solution pour que l'Afrique gagne, pour que la Guinée et d'autres pays s'en sortent mieux? Parce que quand l'agriculture va, tout va, disent les agriculteurs. Effectivement, la croissance au monde rural, la croissance de l'agriculture est vraiment la croissance globale de nos États. La Banque mondiale, il y a eu tous les rapports empiriques, on l'a démontré, que la croissance de la population qui est en majorité, par exemple, la population rurale, comment voulez-vous, par exemple, que 80% de la population, par exemple, ne contribue qu'à moins de 20% à la richesse nationale, au PIB. Bon, c'est justement la cause de notre pauvreté. Il faudrait donner à ces 80% de la population les moyens de produire la richesse dans le pays. Il faut accorder, comme les chefs d'État l'ont dit à la réunion de Maputo en 2003, que chaque pays donne au moins 10% de son budget national au secteur agricole.
pour améliorer les infrastructures, faire la gestion de l'eau, mettre les intrants, n'est-ce pas, à la disposition des producteurs et les permettre l'accès au marché à ces produits. Nous sommes là pour les produits, pour la chaîne de valeur de ces produits. La Guinée, nous produisons suffisamment, mais n'avons pas accès au marché. Par exemple, quand vous prenez la fédération du Fouta, du Gabon, c'est une des fédérations les mieux organisées de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils produisent la pomme de terre. Mais ils ont un potentiel de 140 000 hectares de terre en valeur, mais ils ne mettent même pas 100 hectares en valeur. Il faut leur permettre de produire sur les 140 000 hectares pour qu'ils produisent suffisamment la nourriture pour la Guinée, mais aussi exporter leurs pommes de terre dans les autres pays. Que la pomme de terre ne vienne plus de l'Europe. Il faut permettre, n'est-ce pas, à la production de palmiers à huile, par exemple. Quand vous prenez la Guinée forestière, aujourd'hui, un paysan là-bas ne peut plus envier à un fonctionnaire de mieux payé. Il a sa maison, il a sa voiture, et il a quelque chose pour vivre. C'est cela la réalité. Donc il faut accorder le maximum de budget au secteur agricole pour permettre de valoriser cette énorme potentialité agricole pour que le pays puisse passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de marché. C'est tout. Voilà. Mesdames et messieurs, vous écoutiez Dr Mahmoud Kamara, ancien ministre guinéen, aujourd'hui en direct dans cette émission depuis Bamako, la capitale malienne. Merci docteur, nous n'allons pas prendre votre temps, mais restez à l'écoute, rappelez autant que vous pouvez. Merci de l'honneur que vous faites à Radio Guinée USA. Alors, tous nos souhaits de bonne réussite là-bas à Bamako. Merci d'avoir répondu à nos questions, docteur. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, c'était Dr Mahmoud Kamara, ancien ministre guinéen de l'Agriculture, qui était dans cette émission en direct de Bamako. Bamako, où il est 15h, plutôt 20h26 en temps universel. Direction Washington DC, Washington, où nous allons retrouver Madame Yvonne Macquarie. Yvonne Macquarie est journaliste, écrivaine panafricaine d'origine ivoirienne. Alors, Madame Yvonne, vous avez suivi... Monsieur Dr Mahmoudou a décrit, a dépeint la situation alors politique et agricole en Guinée et en Afrique. Vous qui êtes ivoirienne d'origine, la Côte d'Ivoire où l'agriculture a fait ses chemins, alors vous aurez à vous prononcer là-dessus. Mais avant tout, Yvonne, comme il est de coutume, quel élément de réponse avez-vous quand on sait qu'il est souvent difficile pour des Africains issus de différents partis politiques de vivre ensemble? Merci encore une fois de m'avoir permis d'être avec vous. Et je dirais que c'est le problème de manque de confiance. Le problème de manque de confiance, je me répète souvent. Et si l'on trouvait qu'on est sur la terre pour un moment bien déterminé, oui, je pense qu'on se serait tenir la main et travailler ensemble. Et je vois la Guinée, et ce n'est pas aujourd'hui que la Guinée lutte. Et c'est un pays qui doit aujourd'hui s'en sortir et qui fait partie de l'évolution. Mais malheureusement que tant que le peuple n'arrive pas à comprendre qu'on est ensemble et qu'on fait un, et qu'on doit aller vers la révolution industrielle, oui, et je pense qu'on aurait du mal à pouvoir nous en sortir. Il faudrait qu'on ne pense pas à nous-mêmes, il faut qu'on travaille ensemble. Et peut-être, je pense qu'il faut sans doute en Guinée, je dirais en Côte d'Ivoire, je pense à cela de temps à autre, et l'information, c'est-à-dire la télévision, où ils pourront voir le développement de certains pays. Et en ce moment, et sans doute, ils prendront conscience et se diront qu'on a envie de changer aussi, on a envie d'être comme eux. C'est très important. La communication, et je dirais que les médias donnent des informations et qu'on doit utiliser ces informations pour enseigner notre peuple. L'Afrique n'est pas ignorante et l'Africain sait ce qu'il veut. Mais je voudrais qu'il utilise cette connaissance pour pouvoir mieux faire. Je donnerai l'exemple de l'Europe. L'Europe n'est pas, les pays occidentaux, ils ne sont pas d'un jour ou l'autre, leur pays n'a pas été développé comme si c'était des champignons qui sortaient de la terre. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé et ils se sont organisés. L'organisation est très importante dans quoi que ce soit. Alors, Madame Yvonne, on me signale du côté de la technique depuis New York que nous avons un invité sur nos antennes, Monsieur Gata Bemou, qui nous appelle depuis le Maryland. Monsieur Gata, bienvenue à Radio Guinée pour la première fois. Merci de nous pratiquer.
Alors, comment des personnes d'obédience politique différentes peuvent-elles cohabiter ensemble sans heurts ni conflit, M. Gatagbemou? Merci, M. Spagnon. J'ai écouté tous les électeurs. Je pense qu'ils ont énuméré des bonnes idées, mais tous les problèmes qu'on a maintenant en Afrique, c'est à peu près, je peux accuser le gouvernement et ils n'ont pas une politique stratégique d'amener tout le peuple ensemble. Et quand on parle, comme l'écrivain disait tout de suite, il y a un global manque de communication et puis pour tout cela, les médias doivent nous aider beaucoup. Et puis, on savait que la Guinée exactement, où le problème est vraiment difficile et divisé entre partis politiques, entre ethnies. Donc, la seule solution raisonnable et je pense convaincante, c'est de nos leaders d'amener ensemble une politique d'organisation sur le plan agricole, sur le plan agricole, quand on parle de l'agriculture, bien sûr, on parle de l'économie. S'il n'y a pas l'autosuffisance dans un pays, l'économie ne va nulle part. Et comme le directeur l'avait dit, l'ancien ministre, que pour obtenir, comme leur réunion qu'ils ont fait, il faut quand même octroyer un budget suffisant dans ce secteur. C'est qui est vraiment important. De 10% dans un budget, ça c'est vraiment important. Nous écoutons dire, le professeur Alpha Koné dire que le secteur agricole va être vraiment développé, mais quand? Nous, on en a marre d'attendre, mais quand? Et quelle est la politique, vraiment, la politique agricole qui pourrait quand même dire aux Guinéens de la Guinée ou aux étrangers que ouais, cette politique va nous aboutir à quelque chose? On n'en voit pas. Personne ne voit rien. On fait seulement que des déplacements inutiles, alors que ces déplacements pouvaient être, les dépenses octroyées là pouvaient être récupérées et effectuées dans ce secteur agricole que nous parlons maintenant là. Donc, je ne vais pas prendre le temps. Bon, je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais on y arrivera un jour. Merci. Merci beaucoup, M. Gatagbemou. Direction ministérielle, avant qu'on ne revienne à Washington. Alors, on me tient du côté de la technique depuis le début de cette émission. Nous avons le conseiller de la rédaction, M. Alain qui nous répond à partir de Minnesota, consultant de Radio Guinée. M. Alain, bonjour et bienvenue sur Radio Guinée, USA. Alors, comment des personnes d'obédience politique différentes peuvent cohabiter sans heurts ni conflit? Vous avez compris, les sujets sont imbriqués les uns dans les autres. On parle de politique, de l'agriculture et tout à l'heure nous allons parler des technologies. C'est cela aussi le monde évolutif, le monde qui bouge. Alors, M. Alain, depuis Minnesota, quel avis avez-vous? Merci beaucoup, M. Georges. Merci à tous nos auditeurs. Je vois quand même, il y a une cohabitation. Il y a des différentes obédiences politiques qui cohabitent. Mais c'est seulement, ils ne cohabitent pas avec le gouvernement. Mais la plupart des temps, ces gens, ils ne finissent pas bien leurs relations et de collaboration parce que simplement à cause de l'ignorance. Bien sûr que les différents partis politiques ont des idéologies, mais la fin, c'est quoi? C'est la gestion de l'État. Donc, si vous avez en commun la gestion de l'État et vous avez des différentes stratégies pour y arriver, je sais qu'il serait mieux alors que vous faites appel aux techniciens de notre parti ou si là pour faire des coalitions, avoir un grand parti très fort ou alors une coalition de partis. Donc, c'est possible. Nous avons vu le cas en Guinée comme la CODEM, comme ceci, cela, mais c'est souvent les gens, par ignorance, on se dit que l'autre veut se montrer supérieur par rapport à tel, sans même désigner d'abord qui peut être le président ou le candidat de la coalition, mais ils se comprennent mal et puis tout à l'heure, l'union se dissout très facilement. C'est ce qui est le problème. Mais il faut vous évoquez des points très importants. Vous êtes optimiste à ce que nous sachions ici dans le studio.
Mais ce que je voudrais vous apprendre, nous avons appris tout récemment qu'au niveau de la communauté guinéenne des États-Unis, par exemple, le tissu social est dégradé. Quand un malinqué meurt, les peuples refusent d'aller à l'enterrement et vice-versa. Alors vous ne pensez pas que, quand vous parlez de la bonne cohabitation, vous ne pensez pas que ces comportements sont de nature à gâter vraiment et à déchirer davantage le tissu social qui, je ne dirais pas qu'il est en lambeaux, mais que nos dirigeants politiques essayent de raccommoder depuis la nuit des temps? Et merci. Je ne veux pas que les gens confondent. Si vous allez en Guinée, sur le terrain, les politiciens, quand il y a un décès de parti par là, ils s'y rendent. Ils s'y prennent des condoléances. Donc, il ne faut pas que nous, entre nous ici, que nous essayons d'interpréter mal ce que c'est la politique. C'est pas ignorance, c'est pas méchanceté que les gens le font. Parce que si, par exemple, un malinqué, si un malinqué a un deuil, qu'un peu le refus de parti ou un forestier refus de parti, pour qui alors on va voter ces peuples-là dans la région malinquée ou dans la région forestière? Donc c'est une erreur. Il faut que les gens comprennent. La politique n'est pas là pour nous diviser. Et surtout que nous sommes aux États-Unis. Il faut qu'on essaie d'analyser au plus haut niveau de nos problèmes. Il ne faut pas que les gens se disent que, parce que tel est malinqué, donc il fait partie du parti d'Alpha Condé. Il y a des malinqués dans l'UFDG, il y a des malinqués dans l'UPG, il y a des peuples par-ci, par-là. Donc il ne faut pas qu'on essaie d'extrapoler les choses. Il faut qu'on soit serein de ce que nous faisons. Ça, cela n'est pas dit aux activités politiques. C'est les gens qui font la pure méchanceté. Parce qu'ils ne comprennent, ils n'ont pas la communication de leur parti politique. Il ne faut pas qu'on fasse des erreurs. Vous avez vu le cas de Moussa Dadis Camara. Et sur le terrain, Moussa Dadis Camara, entre lui et Senou Dalé, ça n'allait pas. Mais quand Moussa Dadis a eu un décès, Senou Dalé, combien de fois il s'est rendu au Burkina Faso? Combien de partis politiciens et les leaders des partis politiques se sont rendus au Burkina Faso? Donc, il ne faut pas que les gens essayent quand même d'interpréter très mal les relations politiques ou les relations humaines. Les relations humaines d'abord avant les relations politiques. Oui, selon vous, monsieur Alain, il y a une différence entre relations humaines et relations politiques. Cela m'amène à vous poser cette autre question. Pourquoi en Guinée, les marches politiques sont synonymes de casse? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas une éducation à la base au niveau de nos partis politiques. Parce que si un partisan d'un parti politique sait qu'il a un droit à réclamer, il ne doit pas s'en prendre au bien public ou au bien d'autrui. C'est ça justement. Il faut que les leaders des partis politiques essayent de donner une éducation politique aux différents partisans. C'est ça surtout le fondamental. Il faut la communication. C'est ça le fondamental. C'est une éducation, nous allons partir progressivement. Et vous avez vu, depuis 93 jusqu'à nos jours, il y a un petit changement. Les manifestations ne sont pas comme en 93. Donc, maintenant, les gens vont comprendre clairement ce que c'est la démocratie, ce que c'est les partis politiques, ce que c'est les marches. Donc, les partis politiques vont essayer de donner l'éducation à leurs partisans afin qu'il y ait des marches pacifiques, des revendications de leurs droits. Alors, monsieur Alain, restez en ligne, je vous partage cette réaction qui vient de nous tomber sur Facebook d'une auditrice, Marie-Rose Bora. Marie-Rose Bora, elle est congolaise de la RDC, de Kinshasa, donc elle vit à Bukavu, dans le nord-est là-bas de ce beau pays d'Afrique. Elle dit pas facile pour les gens d'obédience différentes de cohabiter parce qu'ils ne parleront jamais comme il faut. La Zambie nous dira pas qu'elle a réussi cela. Il y a lieu de manifester sans casser avec l'encadrement de la police. Quelle réaction avez-vous, monsieur Alain? Oui, comme vous savez, la police est là pour le maintien de l'ordre public. Ça, c'est sa mission. Donc, et comme vous le savez, partout il y a des rassemblements humains, quand même, il y a quelques débordements, mais qui ne sont pas de nature, quand même, à porter l'atteinte à l'ordre public. Donc, cette police-là est là pour aider les gens, pour protéger les biens des autrui et des autres populations. Voilà, direction Philadelphie, où nous attend de pied ferme cet autre panéliste, M. Jean-Pierre Guilavogui. M. Jean-Pierre Guilavogui, mesdames et messieurs, a fait ses humanités au Sénégal et il vit à Philadelphie, l'ancienne capitale des États-Unis, Philadelphie, où il est 15h39 en heure locale. M. Guilavogui, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Bonjour et bonjour à tous les grands panélistes de notre radio. Je vous remercie encore une fois de plus de me donner l'opportunité de dire ce que
Quel est mon point de vue sur la problématique des accords ou de l'union ou de l'attente entre les partis politiques, surtout sur notre cher pays, la Guinée. Je suis dit, moi je suis de ceux-là qui disent que c'est l'ignorance et l'égoïsme. Parce que chacun d'entre eux est animé. Oui. Animé, je dis bien, c'est-à-dire de s'accaparer du pouvoir à lui, puisque le peuple a voté pour lui ou le peuple lui a donné son pouvoir. Oui. Cela dit qu'il y a entre eux la jalousie. Ils sont jaloux de l'autre, de l'un et de l'autre. Ils ne comprennent pas que être leader politique, c'est d'abord un homme, un père de famille, un homme qui prend la destinée d'une nation. Et si vous êtes devant cette destinée, vous devez faire de telle sorte que ce qui est commun au peuple soit équitablement partagé. Merci beaucoup, M. Guilavogui. Le temps oblige car vous êtes très nombreux ce soir et le panel a fait le plan. Les thèmes sont aussi costauds. Alors, thème panafricain, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous introduire sur les antennes de Radio Guinée USA un grand journaliste sénégalais, M. Khalil Gueye. Khalil Gueye est actuellement journaliste à la Voix de l'Amérique ici à Washington. Mais M. Khalil, avant la Voix de l'Amérique, il a travaillé pour CNN International et il continue toujours d'y travailler. Alors, nous avons l'honneur de l'avoir dans cette émission, mesdames et messieurs. Alors, M. Khalil Gueye, bienvenue sur Radio Guinée USA. Et maintenant, à partir de Washington, Georges Léonard Sagno, dans le studio central ici à Washington, pour la coordination et la présentation. Alors, thème panafricain, pourquoi l'Afrique avec ses 53 États et après plus de 50 ans d'indépendance n'arrive-t-elle pas à percer dans la haute technologie? Alors, élément de réponse de M. Khalil Gueye, grand journaliste panafricain ici à Washington. Allô, M. Khalil, bonjour. Bonjour Georges, merci de m'avoir sur ton show. Merci beaucoup, merci de faire honneur à Radio Guinée USA. Alors, pourquoi selon vous l'Afrique n'arrive pas à percer dans la nouvelle technologie après 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance? En réalité, le problème se pose de manière très très complexe parce que les dirigeants africains devraient, par exemple dans les instances comme l'Union africaine, prendre des décisions par rapport à l'ouverture du continent sur les nouvelles technologies et surtout des décisions qui doivent être respectées par les pays. Quand on voyage en Afrique, quand on quitte Dakar et on va par exemple au Rwanda, on se rend compte de l'énorme différence, n'est-ce pas, entre l'accessibilité à l'Internet entre Dakar et Kigali, par exemple. C'est incroyable. C'est incroyable. À Dakar, par exemple, il y a les dernières technologies en matière d'accès en matière d'Internet. À Kigali, j'ai voulu envoyer un petit bout de vidéo sur CNN et ça nous a pris toute la nuit et à la fin, la vidéo n'est pas montée sur FTP. Alors voilà un problème. Donc je crois que, en plus, autant les pays africains se concentrent sur les sujets de développement, etc., c'est même contradictoire, n'est-ce pas, de parler d'avancement économique, développement économique, et en même temps de voir que certains États ne font rien pour le développement de l'Internet. Ça, c'est la première chose à faire. Développer l'Internet. Et certains États pensent que le développement de l'Internet ouvre la liberté, l'accès à des idées nouvelles, à des idées révolutionnaires, et que par ricochet, ça peut avoir des effets sur la manière de gouverner localement. C'est tout à fait faux. On ne peut pas aujourd'hui sortir l'Afrique de la mondialisation. L'Afrique est dans la mondialisation. Donc il faut une décision prise au niveau le plus haut de l'État pour qu'on libéralise, qu'on ouvre
qu'on ouvre, que les compagnies de téléphone, de manière tout à fait ouverte, rendent l'accès à la toile accessible. Ça, c'est un. Maintenant, le problème qui se pose, c'est aussi le développement même des applications. Oui. Et les jeunes Africains aujourd'hui n'ont rien à envier. En fait, ceux qui ont accès à l'Internet n'ont presque rien à envier aux jeunes de l'Occident. Autant les gens s'amusent ici à créer des applications, autant les Africains peuvent le faire. Mais encore faut-il qu'il y ait l'accès à l'Internet, faut-il qu'il y ait aussi l'accès à l'électricité. Ça, c'est notre problème aussi. Parce que sans électricité, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas accéder à l'Internet. Donc, dans le premier temps, je voudrais dire qu'il faut que ça soit une décision prise au niveau le plus haut de l'État. Il faut que les électeurs africains, que ceux qui font les longues queues vraiment dans le jour des élections, une fois qu'ils mettent dans les conditions et qu'ils vérifient dans les programmes de ceux qui aspirent à diriger l'Afrique, voir comment ces gens-là voient le développement de leur pays à travers Internet. Il faut que ça fasse partie des programmes. Sinon, il faut que les gens mettent en menace leur décision de ne pas voter pour ceux qui amènent des programmes qui sont fit de sujets sur Internet. Voilà, M. Gueye, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suiviez en ce moment, mais vous suivez M. Khalil Gueye, journaliste à CNN, qui est basé ici à Washington. Alors, M. Gueye, selon vous, pourquoi le continent est-il devenu grand consommateur des technologies importées d'ailleurs, dans les domaines ci-après, agriculture, transport, communication et les biens immobiliers? On se rend compte qu'en Afrique, les Tata, qui sont des marques indiennes, donc marques de fabrique de voitures, les Tata servent à l'armée guinéenne, par exemple, de joindre les deux bouts, de se déplacer de Conakry vers l'intérieur et vice-versa. Les camions Toyota sont là, les voitures Toyota, et les chefs d'État africains d'ailleurs, le ridicule ne tue pas, puisque l'Afrique ne produit pas, sont souvent très heureux de se retrouver dans les Hummer, dans les Toyota, dans les Prado et ainsi de suite, alors que nous vivons aux États-Unis par exemple. Ici, le chef d'État américain, je n'ai jamais vu le président Obama emprunter une Toyota ou une Peugeot, car ce sont des marques extérieures. Le chef d'État américain, à moins que les politologues qui sont très nombreux en ligne, les Américains me disent le contraire, mais les chefs d'État américains, ils roulent dans les Chevrolet ici, qui sont fabriqués ici. Alors ça, c'est juste un coin de voile que je soulève ici. Mais en Guinée, les fauteuils que nous avons sont importés. On refuse de créer de la technologie, d'alimenter ces technologies-là. Alors, expliquez-nous, M. Khalil, et à nos auditeurs, pourquoi l'Afrique est-elle devenue grande consommatrice des technologies importées d'ailleurs? Non, je crois que c'est très simple, la réponse est très simple. D'abord, je reviens toujours aux dirigeants africains qui doivent encourager la recherche, qui doivent développer au niveau des universités des cursus universitaires, des curriculums qui sont autres que des licences d'enseignement ou bien des licences de lettres ou des licences de mathématiques. Il faut développer des recherches, il faut que dans les universités africaines, qu'on aille vers les recherches nucléaires, qu'on recherche, qu'on oriente, qu'on crée des facultés dans lesquelles les étudiants prennent des cours sur l'informatique, sur la fabrication de l'électronique. Il faut ça. Mais nous continuons encore à avoir le même système d'enseignement. Nous produisons des licenciés, des licenciés en lettres, des licenciés en mathématiques. On a une licence de mathématiques, et à quoi ça sert? Ça sert à aller enseigner les mathématiques en classe. Non. Il faudrait qu'à l'université, qu'on avance vers la recherche supérieure, la recherche nucléaire, la recherche technologique, les recherches vers le développement de la technologie. Bon, ceci n'existant pas, les Africains sont obligés de continuer à importer des voitures. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des tentatives. À Madagascar, la voiture qui a été créée à Madagascar, inventée par les Malgaches il y a 17 ans, est en train de revenir. Ils l'ont ressorti il y a 2 semaines. Et cette voiture, cette Méhari, est en train d'être construite et produite à Madagascar. En Ouganda, récemment, il y a eu des jeunes de l'université d'une grande université
de Kampala qui ont créé et lancé une voiture électrique, une voiture verte électrique qui a d'ailleurs été inaugurée par le président Museveni. Bon, voilà donc quelques tentatives timides peut-être, mais qui devraient influencer les pays africains. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, surtout aujourd'hui? Les dirigeants imposent ce qu'on appelle ici, importent par exemple ce qu'on appelle ici les gas guzzlers, les grosses voitures qui ne font que consommer de l'essence. Dakar, on les appelle les 8-8, bien que ce terme, je crois que ce terme a été inventé par les Dakarois, pour dire qu'effectivement que les 4x4. Donc ces voitures sont partout dans des rues étroites, etc. Et c'est un signe de prestige. Bon, donc, tout est lié, les mentalités des dirigeants, les mentalités des Africains, tout est lié. Mais une fois que l'Afrique commencera peut-être à produire ses propres voitures, peut-être que l'Afrique pourra dire on ne peut pas importer des voitures alors que nous en produisons. Mais pour le moment, on n'en produit pas parce que les décisions prises par les dirigeants ne sont pas les bonnes. Il faut changer le curriculum à l'université, changer le cursus, il faut rechercher, faire autre chose, pousser les Africains à rechercher dans d'autres domaines qui sont aujourd'hui en vogue ici. Et aussi, il faut que les décisions soient prises au niveau le plus haut de l'État. Et encore, la seule manière d'imposer ces nouvelles attitudes, c'est de le faire par le vote. De voir si les gens qui veulent diriger les pays africains ont dans leur programme des chapitres sur lesquels on parle de développement nucléaire, développement de recherche scientifique, développement électronique, etc. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut. Voilà, monsieur. Mais quand c'est pas fait, on s'en trouve d'apporter des voitures. Là, je prends l'exemple dans le domaine des transports en Afrique. Vous savez, avant 2001, l'Afrique possédait une compagnie aérienne de transport que vous connaissez et que vous avez eu à pratiquer pendant longtemps, Air Afrique. Mais Air Afrique a fermé portes et fenêtres en 2001. Elle a été interdite d'accès aux États-Unis, de voyage aux États-Unis et vice-versa. Alors, sur le plan, alors que ça faisait partie de la fierté des chefs d'État d'hier, au lendemain des indépendances, qui ont pensé à doter l'Afrique d'une compagnie aérienne. Air Afrique, c'était le taxi brousse d'Afrique de l'Ouest partout. Mais Air Afrique, aujourd'hui, a fermé boutique et pour voyager entre Dakar et Conakry, il vous faut transiter par Bamako, Banjul, Bamako et parfois le Libéria avant d'arriver à Conakry. Ça, c'est seulement dans le domaine des transports. Dans le domaine de la communication, vous l'avez dit, la radio panafricaine est toujours là, Africa numéro 1, qui tire son épingle du jeu avec les grands médias tels que RFI, BBC, CNN et autres. Mais c'était dans cette même optique que les chefs d'État d'hier, les Omar Bongo, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor, avaient dit que l'Afrique devrait avoir une radio qui donne l'information aux Africains avant toute autre radio. Alors, aujourd'hui, cette radio, Dieu merci, elle existe et elle continue d'émettre, mais dans le domaine des transports, je vous le disais encore une fois, Air Afrique a fermé boutique et aujourd'hui, il est difficile à tout Africain vivant aux États-Unis de se retrouver en Afrique puisque rien que le billet aller-retour, ça vous coûte à peu près au bas mot 1500 à 2000 dollars. Monsieur Khalil, comment expliquez-vous le fait que l'Afrique avait réussi dans ce domaine-là, c'était un exploit, et le fait qu'aujourd'hui, Air Afrique a fermé portes et fenêtres. On parle il y a des compagnies qui ont tenté, on parle de la compagnie Air Maroc, Sénégal, Air Éthiopie, Air Kenya, tout ça. Kenya Airways a déjà fait un grand accident à Abidjan en 2000 et depuis là, on n'entend plus parler de Kenya Airways. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi les Africains, une fois qu'ils ont un acquis, ils n'arrivent pas à le préserver. Le cas le plus illustre, c'est le cas de Air Afrique, justement. Bon, pour Air Afrique, il faut dire déjà que c'est une compagnie qui était très très mal gérée parce que les employés d'Air Afrique avaient des avantages qui leur permettaient de faire voyager les membres de leur famille avec autant de bagages qu'ils voulaient, etc. etc. Donc, finalement, Air Afrique est tombé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de gestion. Et
c'était comme une compagnie familiale, alors qu'une compagnie aérienne, c'est compliqué. Ça se gère au sous près. Je crois qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller et aussi les États qui ne pouvaient plus, donc ça n'a pas marché. Pour parler de la télévision et de la radio, moi je suis contre l'idée de Africa numéro 1 ou de TV5 Afrique, tout ça, parce que ce que nous avons vu, nous, en tant que professionnels de télévision et de radio, c'est que ces radios-là étaient des radios des chefs d'État. On n'est passé que des émissions qui arrangeaient ces gens-là. TV5 Afrique, c'était quoi? C'est une collection d'émissions fabriquées par les télévisions africaines qui étaient une télévision d'État. Donc voilà, il faut libéraliser, à mon avis. Il faut... Ces choses-là ne marchent pas. Africa numéro 1, ça va... On n'écoute pas, parce qu'on ne peut pas dépendre de radios créées par des chefs d'État. Alors que dans le monde entier, les chaînes sont privées, même si elles appartiennent à l'État, elles ont des ouvertures vers l'indépendance, l'analyse libre, etc. Donc ce n'est pas possible. Bon, voilà mon avis par rapport à Air Afrique et aussi à cette chaîne-là. Je crois que les télévisions doivent être développées en Afrique par des spécialistes de télévision. Malheureusement, ou bien c'est les gouvernements qui les fabriquent, qui les développent, ou bien c'est les hommes d'affaires. Et l'Afrique plonge encore davantage dans le désespoir. Parce que quand les hommes d'affaires développent les télévisions, on va dire ce que ça donne. Les programmes ne sont pas bien faits, on recrute des gens qui n'ont jamais fait de journalisme, on recrute des gens qui n'ont pas réussi dans l'industrie, on a fait des journalistes. Alors c'est quoi? Ils donnent, on écrit bien sur lui, ils ne donnent pas, on écrit mal sur lui. Et c'est dommage que ça se passe comme ça en Afrique aujourd'hui, parce que les gouvernements se sont mis d'accord avec certains businessmen pour casser quand même la liberté d'expression et la critique objective, qui devrait, à mon avis, contribuer à développer les pays. Donc les hommes d'affaires mettent des non-journalistes, etc. Ça donne quoi? Des programmes très, très, très mauvais en Afrique. Même chose pour les Afrique. Je vois que nous avons beaucoup de panélistes qui sont à l'écoute et qui sont prêts à intervenir. Alors, dernière question que je voudrais vous poser, je sais que votre temps est très précieux. Alors, M. Khalil Gueye, expliquez-moi pourquoi le tchéboudienne sénégalais n'est pas fait avec le riz local produit au Sénégal, mais c'est fait avec le riz pakistanais, le riz chinois, le riz venu, je ne sais pas, de l'Inde ou du Bangladesh. Alors que le Sénégal a des terres fertiles, le Sénégal était, après l'indépendance, l'un des pays l'un des grands pays exportateurs d'arachide, par exemple. Je pense que le Sénégal, avec d'ailleurs le leadership dans ce domaine-là, la Guinée, notre cher pays, était le premier pays exportateur de la banane. Le café cacao suivait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur du cacao, mais quand vous allez dans les magasins ici, le label ivoirien n'est pas connu, ce n'est pas le café, le chocolat ivoirien que nous demandons, le café qui a pris ses origines en Afrique, c'est pas le café éthiopien que nous consommons dans les Starbucks ici, dans les bureaux climatisés tous les jours, c'est plutôt le café qu'on appelle le fameux Colombian Coffee, Brésilien Coffee. Expliquez-nous pourquoi le label africain n'arrive pas à exister, et s'il existe, il est mal promu, M. Khalil Gueye. Mais tout ça, c'est des questions au niveau les plus hauts, n'est-ce pas? Il faut que les économistes africains, que les États, que les dirigeants, que les premiers ministres, qu'ils travaillent vers justement une mise en valeur des produits africains. Bon, pour revenir au goûter au riz, au poisson, je précise, moi je suis le Saint-Louis du Sénégal, je viens de la ville où justement ce riz au poisson a été inventé. Dans la région, il y a le riz. Je suis désolé, là je ne suis pas d'accord avec vous parce que dans plusieurs parties du Sénégal, de la région du fleuve, on a le choix entre riz importé et le riz local. Et très souvent, le riz au poisson fait avec le riz local est encore meilleur. Ça dépend de comment on fabrique et de comment on mange aujourd'hui. Même chose aussi en Casamance, où le riz est très, très, très prisé. En Casamance, le riz, le riz avec le riz local. Bon,
coûté aux Ivoiriens des milliers de morts. Hein, toutes les guerres là sont liées à justement l'exploitation de ce café-là. Mais il faut que les gens au pouvoir, il faut que les ministres qu'on nomme, il faut que ces gens qui sont à la tête des départements de l'économie, des finances, mon cher Georges, il faut que ces gens-là sachent qu'on les a mis ici pour travailler, pas pour aller voyager dans les pays occidentaux, acheter des chemises et des costumes et revenir, aller dans des réunions et ne même pas ouvrir la bouche parce qu'on a envie que la réunion se termine pour qu'on sorte aller faire des achats. Non, c'est pas ça. Le monde marche à un rythme rapide de participation individuelle. Si les gens qui viennent, qui représentent dans les instances internationales n'ouvrent pas la bouche, ni aux Nations Unies, ni dans les conférences internationales sur le commerce, nous ne pourrons jamais imposer la qualité de nos produits pour que ces produits soient respectés ici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Si ça se trouve, même certains cafés ivoiriens sont écrits et labellés colombiens. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a personne qui suit. Les ambassades ici ne font pas leur travail. Les ambassadeurs en Afrique qui sont aux États-Unis ne parlent même pas anglais. Qu'est-ce que vous voulez? Honnêtement, parce que c'est des amis ou des copains comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Georges. Il faut que l'on revoie tout, à mon avis. Voilà, mesdames et messieurs, il faut que l'on revoie tout. Propos signés de Khalil Gueye. Khalil Gueye est journaliste à CNN. Alors, les chefs d'État africains, j'espère que vous avez compris le message. Direction Raleigh où nous allons retrouver M. Diona. M. Diona, vous avez fait vos humanités en Côte d'Ivoire, un pays qui était autrefois pilote dans la sous-région, dans le domaine de l'économie. L'agriculture ivoirienne était au bon point, mais aujourd'hui, à cause des guerres, l'agriculture ivoirienne marche à reculons. Le café ivoirien, vous venez de suivre M. Khalil Gueye, peut être ici, mais on peut le labeller donc café colombien, café brésilien, parce que tout simplement, il n'y a pas une politique de suivi. Et bien avant M. Khalil Gueye, nous avions eu l'honneur de recevoir dans cette émission en direct de Bamako M. Dr Mahmoud Kamara, qui va revenir d'un moment à l'autre, car il est en conférence des chefs d'État, plutôt il répond, il participe à un forum à Bamako sur l'agriculture dans la sous-région, voilà, tout est resté dans l'ordre. Alors M. Diona, quel avis avez-vous concernant justement la technologie en Afrique? 50 ans après, l'Afrique ne trouve toujours pas le chemin. On n'a jamais entendu qu'un Africain a été dans la Lune. Un Africain ne fait pas de recherche. Les Africains ne font pas beaucoup de recherches. Si les Africains ont été peut-être dans la Lune, c'est peut-être que c'est l'Afrique du Sud qui tente de se démarquer du reste du continent. Sinon, dans le reste du continent, c'est les guerres, c'est la famine, en Éthiopie, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso. Monsieur Diona, vous êtes à Raleigh, une ville ensoleillée, une ville que nous aimons bien. Quel commentaire avez-vous? Je vous remercie, Georges, je remercie tous les panélistes. Vraiment, c'est un sujet très important. Vraiment, une fois de plus, vous dis merci d'avoir, comment dirais-je, affiché cela. Concernant l'agriculture, premier point que je prends. Bon, dans le temps, en Côte d'Ivoire, d'abord bien avant que Oufoué, comment dirais-je, mette l'agriculture au point, il avait pensé, comment dirais-je, aux infrastructures, c'est-à-dire les routes, ainsi de suite, et certaines usines de transformation. Et encore, qu'est-ce qu'il a fait encore? Organiser une coupe nationale du progrès. Et cette coupe nationale du progrès permettait de, comment dire, d'encourager les paysans, disons les agriculteurs à, comment dirais-je, à produire davantage. Et chaque année, cela a été décerné, comment dirais-je, à un prix. Bon, ça, les premiers producteurs, les premiers jusqu'au premier au 5e. Oui. Il y avait une motivation. Et encore, les gens, bon, disons, les gens se déplaçaient, allaient, comment dire, acheter leurs produits, disons, chez eux sans problème. Il n'y a même pas de problème de route. Ils voient les véhicules, ils pèsent. Donc, c'est libre de voir à qui qu'ils veulent. Vous voyez, comment la Côte d'Ivoire, quelque part, a été développée? Dans l'agriculture, d'abord. C'est ce point-là. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Deuxième point, concernant la technologie. Bon, comment voulez-vous que, disons, un système
d'enseignement soit, comment dirais-je, date de plus de 60 ans, ce sont les mêmes programmes, ainsi de suite. Non. Il faut développer ce secteur. Il faut voir, parce que la plupart de ces gens voyagent. Oui. Ils voyagent, ils vont à l'extérieur, ils voient ce qui se passe, ils font des frottements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir, bon, ce que vous allez voir, de quoi vous allez parler. Il faut penser à venir, comment dire, faire les mêmes chez vous. C'est pas le cas. Ça, c'est grave. Il doit voir ça. Une réforme de l'enseignement. Développer, comment dire, disons, investir dans la recherche. Très bien, nous revenons à vous, Monsieur Diona, car vos idées sont très nobles. Investir dans la recherche. Nous vous retrouvons dans un instant. Monsieur Jules Fangamo, vous êtes un des panélistes de renom sur nos antennes. Vous êtes en Washington. Alors, l'Afrique et la technologie, réaction avec vous. Bonsoir, M. Georges. J'attendais votre appel. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, M. Georges. Vous avez commencé d'abord pour la politique. Vous voyez qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Vous avez compris. Avant tout, c'est la démocratie dans un pays. Vous parlez de la technologie, l'agriculture. S'il n'y a pas de démocratie, comment on peut évoluer en Afrique? Donc, comme Néma Serif l'avait dit, il faut qu'un président affiche son programme. Mais je ne peux pas leur dire d'afficher les programmes parce qu'ils sont habitués à corrompre le peuple avec l'argent. Oui. Aujourd'hui, un pays où il y a la faim. Donc, si un politicien qui est riche, qui a l'argent, par exemple, je vous donne l'exemple, le moment du vote, on disait que le parti RPG avait accepté des sacs de riz pour les gens là. Donc, c'est comme ça, c'est la corruption en Afrique. C'est pas comme nous sommes là, notre idée c'est tellement avancé, on ne peut pas penser comme les autres pensent. Alpha, c'est un aventurier, il connaît comment corrompre les Africains, il connaît comment il doit agir. Donc, avant tout, c'est la démocratie. S'il y a la démocratie dans un pays, on pourra faire la technologie, l'agriculture, tout ce que nous voulons. On peut être comme les Blancs là. Mais si les Africains sont corrompus, comment nous pouvons évoluer? Et l'homme qui vient aussi instaurer la démocratie, aujourd'hui, on l'empêche à instaurer la démocratie dans un pays. Donc, tout ça, c'est très difficile, M. Georges. Donc, alors, vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? La démocratie, alors vous avez résumé, quand la démocratie va, tout va, n'est-ce pas, M. Gilles Fangamo? Alors, exactement. Le fait que les Guinéens ne produisent pas, la Guinée était en 1958 le premier pays exportateur de la banane et du café, plutôt de la banane. Et aujourd'hui, ce rang est balayé du revers de la main, la Guinée ne produit plus rien. On est plutôt là pour attendre le riz pakistanais, pour se nourrir le riz chinois. Et tous les articles que vous trouvez sur le marché sont made in China. Donc, vous connaissez Avaria, vous connaissez les grands magasins chinois à Kenya et ailleurs à Kaloum, les Libanais font la loi. Alors, comment expliquez-vous ce grand immobilisme de la part des Guinéens? Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes indépendants. Il y a plus de 53 ans maintenant, la Guinée. Et nous n'arrivons pas toujours à décoller. Je me rappelle bien qu'au temps de Sékou, il y avait des usines qui fonctionnaient. ANTA, entreprise nationale des tabacs et allumettes, qui fabriquait la cigarette Milo là-bas à Conakry. Et cette entreprise est tombée. Et les infrastructures ne sont plus maintenues. Elle est l'image, elle n'est que l'ombre d'elle-même là-bas à Anta, dans le nord de Conakry. Alors, on avait aussi l'usine de textile de Sanoya qui fabriquait les tergales que vous connaissiez dans le temps, les chemises, donc les matériels de tissu. Mais cette usine a fermé quand vous allez à Sanoya. Tous les alentours de Sanoya ont été bradés à des hommes d'affaires, à des riches qui ont érigé ici, ça et là, des villas, qui ont construit donc des villas de haut standing. Donc, l'usine de la scierie de Nouvelle Corée qui produisait vraiment les contreplaqués, le bois, mais aujourd'hui, cette usine n'est que l'ombre d'elle-même. Quand vous allez à Sérédou, il y avait une usine de thé à Matenta. Et Sérédou aussi avait la scierie, mais aujourd'hui, l'usine de thé de Matenta n'est qu'un triste souvenir et lointain. Alors, l'usine de Sardilia à Mafeneya, un don de la coopération guinéo-libyenne qui fabriquait des jus de fruits et d'ananas. Et cette usine bat de l'aile. J'ai visité d'ailleurs les infrastructures de cette usine dans les années 96.
l'usine de jus de fruits de Cancan, qui était une usine très bien prisée, les jus étaient sucrés, bien prisés sur le marché, mais ça aussi, ce n'est qu'un souvenir lointain et triste. Quand vous venez à Mamou, il y avait la conserverie de Mamou, mais parlez-moi si à Mamou on arrive aujourd'hui à fabriquer et à conserver les tomates produites sur place ou les agrumes de Kindia. Donc aujourd'hui, la Guinée ne vit que de l'aide extérieure. La Guinée n'attend que le bateau à Conakry, et quand le bateau arrive à Conakry, c'est tout le monde qui applaudit. Monsieur Jules Fangamou, aujourd'hui on est en train d'implémenter la démocratie, nous sommes en train d'expérimenter la démocratie chez nous, elle n'est pas encore parfaite, mais est-ce que la démocratie rime avec le développement de l'agriculture, avec le travail? Par exemple, les Guinéens, depuis que Conté avait dit que c'est le libéralisme, les gens ne parvenaient plus à défricher même le petit sentier qui vous amenait au champ. Alors, comment expliquez-vous cela, M. Gilles Fangamou? Merci beaucoup, M. Georges. Vraiment, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité. Donc, M. Georges, vous avez cité beaucoup de régimes, vous avez cité comment on doit développer notre régime. Autant de structuré. Je vais vous parler, je n'ai pas tellement connu Sécuré, mais Sécuré, c'était un homme révolutionnaire. Il voudrait réellement son développement, le développement de son pays. Mais aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, ce sont les gens qui viennent vendre le pays et se retourner et remplir les postes et quitter. Ils ne viennent pas avec le cœur propre, ils viennent s'enrichir et partir. Donc vous-même, vous le savez aujourd'hui. Combien de présidents africains qui ont volé, combien de présidents africains qui sont assis au pouvoir pendant 20 ans qui n'ont rien fait dans leur pays. Par exemple, je vous donne l'exemple. Je disais hier sur Togo. Le Togo, le président qui a eu fait combien d'années? Aujourd'hui, tu rentres à Lomé, il n'y a rien d'importance comme on peut voir. C'est comme, comment on dit, les software américains qui sont là. Il n'y a rien d'infrastructure important au Togo aujourd'hui. Donc, monsieur Georges, les présidents qui voudraient, les vrais présidents qui travaillaient, qui voudraient travailler, ils sont tous partis. Les Blancs ont corrompu comment on dit ça, les Noirs pour tuer les vrais présidents qui voudraient travailler. Je vous donne l'exemple. Comme le président Ophé, comme Thomas Sankara. Ce sont les gens qui voudraient. Mais aujourd'hui, les présidents qui sont là, on ne peut rien dire. Ils viennent, ils ne même pas penser à faire quelque chose pour eux. Ils passent en main pour remplir leurs postes ou bien pour aider leurs parents et partis. Donc je ne peux rien dire parce qu'ils ne sont pas visionnaires. Très bien. Ils ne sont pas visionnaires, le mot est retrouvé. Direction Philadelphie, avant qu'on ne retourne à Yvonne Macquarie à Washington pour nous fixer les grandes lignes du développement africain. Monsieur Jean-Pierre Guilavogui, vous êtes un panéliste très patient. Vous avez appris à écouter, c'est l'art des grands hommes. Alors, vous êtes guinéo-sénégalais. Le Sénégal, comme on l'a dit, vous avez suivi un Sénégalais, un de vos compatriotes tout à l'heure sur nos antennes, M. Khalil Gueye. Bien avant lui, c'était M. Dr Mahmoud Kamara, ancien ministre guinéen de l'agriculture. Alors, pourquoi, à votre avis, M. Guilavogui, l'Afrique n'arrive pas à se tirer d'affaire après 50 ans d'indépendance? Merci, Georges. Voilà, c'est très simple. C'est ce que mon frère vient de dire. Un homme doit être patriote, un homme doit être visionnaire, un homme doit savoir ce qu'il veut. Nous avons nos moyens, les moyens de nos politiques sont là, mais les moyens de nos politiques sont bafoués, les moyens de nos politiques profitent à ceux qui sont au pouvoir. Donc, en un mot, si on n'a pas un leader visionnaire, si on n'a pas un leader patriote qui veut le développement de son pays, on n'a qu'à beau crier l'industrialisation de l'Afrique, on n'a qu'à beau crier la responsabilité individuelle ne peut pas voir le jour. Donc, en un seul mot, il faudrait qu'on ait un homme patriote visionnaire pour pouvoir emboîter le pas de ceux-là qui nous ont donné l'indépendance. M. Guilavogui, avant que je ne retourne à notre politologue qui est à l'écoute et qui vous suit très bien, M. Chérif Nima François, et Yvonne aussi qui nous suit depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour encourager la recherche? Vous avez compris, M. Dr Mamoudou qui nous a parlé en direct de Bamako, M. Khalil Gueye, tous ont abordé, ont encouragé la recherche et M. Dion a aussi de râler.
il faut encourager la recherche scientifique, mais comment encourager les recherches scientifiques dans nos universités, dans nos pays africains, M. Glavogui? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si nous avons eu des docteurs. Vous êtes de sectouré, ça. Vous êtes un fils de sectouré. Voilà. le docteur Camara, l'ancien ministre, monsieur le journaliste, le Sénégalais, il est dans son domaine respectif, il a l'ambition, il est patriote et je crois qu'il est visionnaire. C'est à cela que nous devons demander qu'est-ce qu'il vous faut. Si le bien, l'arachide sénégalais qui est vendu, qui nous apporte des millions, si cet argent, ce fonds devait être inversé pour des richesses, je crois que M. Guy nous pourra nous le dire, et le président patriote qui sera élu, qui est le président Macky Sall, pourtant pourra nous donner l'ouverture pour pouvoir vraiment faire ce qu'il doit faire pour le développement du Sénégal dans son domaine respectif, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup, monsieur Guilavogui, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et on disait autant de sectourés. À la place, il y a des hommes, la température monte ici à Radio Guinée USA, mesdames et messieurs. Alors, Yvonne Macquarie, dans tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire? La Sodécie de Côte d'Ivoire, le cacao ivoirien, tout ça. Où est-ce que ça va et qu'est-ce que vous avez à nous dire dans le domaine de nouvelles technologies? L'Afrique qui ne bouge pas, vous avez compris, et l'Afrique a fermé portes et fenêtres et l'Afrique n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui en matière de transport aérien. Alors, qu'avez-vous à dire, Yvonne Macquarie? Merci encore une fois. Je dirais que l'Afrique doit continuer. C'est pas que l'Afrique n'a pas eu n'a pas fait face à l'évolution. Mais avant de commencer, je dirais que c'est le problème, notre grand problème, c'est le manque de confiance et le fait que nous devons embrasser l'évolution. Mais je viens au problème de l'Air Afrique. C'est vrai, l'Air Afrique n'a pas seulement une mauvaise direction. Mais j'ajoute cela, le plus grand problème de l'Air Afrique était un problème technique. Les avions ne remplissaient pas ces normes-là. Et c'est comme le contrôle des voitures. Si nous ne passons pas l'inspection, nous ne pouvons pas nous permettre à circuler. OK. Et je voudrais simplement éclaircir aussi que c'est vrai, il y a la mauvaise direction, mais notre grand problème, c'était que la technique était complètement en fait. C'était pas ça. On risquait d'avoir des morts dans l'air. Et puis, je reviens encore sur la Côte d'Ivoire, l'eau et l'électricité. Mais je voudrais qu'on sache quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'Afrique devait connaître l'évolution? Puisque nous autres, à l'étranger, je dirais, nous profitons du travail de l'Occident. Et aujourd'hui, la Chine s'introduit. Ce qui veut dire encore une fois que nous risquons d'être des consommateurs pour longtemps. Je suis persuadée, comme les frères sont en train de dire, que l'Afrique, je dis souvent que l'Afrique n'a pas un peuple sans vision, mais des leaders limités au pouvoir. Essayons de tourner la page vers l'ancienne Égypte. Il y a eu l'Égypte qui a inventé l'écriture, où on a eu des architectes qui ont marqué l'histoire avec la construction des pyramides. Et encore, je reviendrai, parce qu'on n'a pas assez de temps, je viendrai sur le point que je me souviens bien que quand j'allais dans les villages, je voyais des jeunes gens qui construisaient des petites voitures avec du bambou et même des avions. Et ces enfants n'ont même pas fait la ville, ils ne savaient même pas ce que c'était. Et il y avait des constructions de vélos. Ils avaient une connaissance. Mais ce que je peux dire en ce moment, c'est que je blâme les adultes qui étaient autour de cette génération. Pour moi, je dirais qu'ils auraient pu les orienter. On a besoin de support pour pouvoir s'en sortir. Nous avons l'UNESCO en ce moment, qui doit servir la jeunesse et encourager la jeunesse à créer, à inventer. C'est vrai qu'on pourra parler, on parle en ce moment aussi de l'Internet. L'Internet, je peux dire que l'Internet, avec l'Internet, tu peux construire le monde ou tu peux détruire ta personne si tu l'utilises autrement. On va faire l'objet d'un mieux débat dans notre sujet aujourd'hui. Alors, direction, on reste à Washington DC. Washington, où nous allons retrouver le politologue guinéen qui est aussi très patient car l'art d'écouter, j'aime à le dire, c'est la politique des grands hommes, la sagesse africaine oblige.
Monsieur Nima Cherif François, vous avez tour à tour écouté Dr Mahmoud Kamara, ancien ministre guinéen de l'Agriculture, Monsieur Alain, qui nous appelait de Minnesota, Monsieur Halil Gueye, journaliste international à CNN ici à Washington, sénégalais d'origine. Alors, l'Afrique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Afrique n'arrive pas à passer après 50 ans d'indépendance. Selon vous, pourquoi l'Afrique, donc après 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance et avec ces 53 pays, l'Afrique aujourd'hui est le parent pauvre en matière de technologie, monsieur Nima Cherif François? Voilà, et j'avais dit ici lors d'une émission que tout dépend de comment nos gouvernements agissent vis-à-vis du secteur privé. Vous savez, dans ces nouvelles techniques, les technologies que vous parlez aujourd'hui, que nous sont devenus presque nos compagnons de tous les jours, sont à leur origine, si vous lisez bien, ont été toujours généralement financés par un petit groupe, mais généralement l'origine du financement vient toujours du gouvernement qui facilite l'obtention des crédits. Et si nos gouvernements n'ont pas un budget considérable pour la recherche scientifique, ça c'est un. Deuxièmement, nos gouvernements africains n'ont pas jusqu'à présent compris que c'est le moteur de développement sur le secteur privé. Il faut un peu agir sur les taux d'intérêt, il faut encourager les banques à financer, il faut encourager les individus à présenter leurs projets de recherche et qu'on finance, et que les financements doivent être garantis quelque part pour que les banques primaires, les banques privées, je voulais dire, donnent des financements à des instituts de recherche ou des centres de recherche scientifique. Il faudrait que voilà, le gouvernement sanctionne ou garantit ces prêts-là auprès des banques primaires, qu'on appelle généralement les banques privées dans les pays africains. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il faudrait que le gouvernement même ait une politique orientée vers la recherche en général. C'est pour ça que je parlais des programmes des partis politiques. Je venais de dire que tous les pays sont riches, mais ça dépend qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez partir. Si vous lisez, moi j'ai lu beaucoup de programmes des partis politiques, la plupart des programmes de ces partis n'arrivent même pas à accorder de l'importance à la recherche scientifique. Tous parlent de l'importation, de l'exportation, de la croissance économique, de la croissance de ci ou cela dans tous les secteurs, mais personne ne se dit que quand je serai président ou quand je serai élu, voilà le montant global que je vais allouer à la recherche, voilà comment je vais agir sur le taux d'intérêt dans les banques qui vont donner d'appui aux recherches scientifiques. Parce que aujourd'hui, qu'ils soient l'Internet, qu'ils soient le téléphone, qu'ils soient autres, tous, ils ont eu ils ont eu leur argent. C'est de longues recherches qui prennent beaucoup de temps, donc ça ne peut pas venir de la poche d'un individu seulement. Monsieur Cherif François, au moment où je vous parle, restez en ligne, je vais vous lire juste pour quelques secondes la réaction de notre auditrice Marie-Rose Bora. Elle est congolaise de Kinshasa. Elle vit à Bukavu dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Elle dit si l'Afrique ne parvient pas à créer ces technologies, c'est parce qu'elle se sous-estime. Elle croit tout de l'Europe, donc de l'Occident. Prenons les pays francophones où ils pensent qu'il faut des Français pour bien évoluer, parler français donc pour bien évoluer. Donc l'Afrique est incapable de se défendre et elle va plus loin. Elle dit l'Afrique, grand consommateur ou grande consommatrice en importance, car elle ne croit pas en elle-même. Elle préfère les choses d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous parlons de technologie. Je m'en vais aussi vous dire que quand on parle de technologie en Afrique, il faudrait aussi penser à ce qu'on appelle le transfert de la technologie. Comment faire en sorte que vous qui êtes, monsieur Cherif Nima François, grand politologue guinéo-américain ici, basé à Washington, vous avez accès à des grandes universités, vous faites beaucoup de recherches, vous avez étudié ici. Comment faire en sorte que la capacité que vous avez aujourd'hui de gérer le monde, d'être au courant à la minute de tout ce qui se passe dans les quatre coins du globe, cette technologie-là, comment pourrait-on exporter et plutôt envoyer ça vers l'Afrique? Parce que
que c'est ça aussi le problème. Beaucoup d'Africains ici, ils sont là, ingénieurs en informaticiens, ingénieurs électromécaniciens, mais ils vivent là, ils sont donc les bras valides de l'économie américaine. Comment faire en sorte que les Africains qui sont excellents, qui excellent ici, nous avons plein de jeunes dans les universités ici, des panélistes qui étudient, des branches vraiment d'avenir, la médecine et tout, la pharmacie, ainsi de suite. Mais comment faire en sorte que demain, tout ce transfert-là soit possible pour l'Afrique qui en a vraiment besoin. Les Chinois, vous les avez cités, ou un panéliste les a cités, ils sont présents en Afrique, ils sont présents partout, c'est parce que eux, ils font ce qu'on appelle le transfert de la technologie. Alors, pour me résumer, comment procédons-nous au transfert de technologie, c'est-à-dire comment exporter les Africains qui sont là, qui sont en Europe et d'ailleurs, qui sont très bien, pour qu'ils aillent aider l'Afrique qui est aujourd'hui en train de se développer petit à petit, hein, M. Chérif Nima François. Merci, c'est une excellente question, Georges. Et vous savez, chaque être humain, chaque individu est jaloux de sa création. Il y a ce qu'on appelle le droit de propriété. Ceux qui ont inventé, ils ont mis quelque chose sur place, ils protègent cette intelligence aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas, pour vous approprier ou bien pour la transférer, ils demandent des coûts exorbitants. Et généralement, ils ne vont pas vous donner le secret, c'est pour ça qu'ils ont payé la patente. Ils ne vont pas dans la propriété intellectuelle qui est là. Et si vous avez remarqué, vous connaissez un peu l'histoire, ceux qui sont en ligne aujourd'hui savent ce qui s'est fait, comment le Japon est arrivé et comment aujourd'hui les pays asiatiques sont en train d'émerveiller le monde, comment la Chine aujourd'hui est en guerre avec l'Amérique surtout, où nous sommes, pour avoir les secrets de technologie. Vous avez dit pourquoi dans ces grandes universités de ce monde, il y a les Africains. Bien sûr, j'ai parlé tout de suite de l'irresponsabilité de nos gouvernants ou des programmes de nos partis politiques qui ne mentionnent même pas nulle part dans la recherche. Aujourd'hui, vous avez des universités privées aujourd'hui dans les pays africains. Mais les universités privées, si elles étaient subventionnées par l'État dans la filière recherche scientifique, mais je crois que avec des salaires que ces étudiants ou ces doctorats qui se promènent à travers les pays développés pouvaient au moins être rappelés dans ces pays pour avoir un salaire digne de nom et continuer la recherche au lieu de faire pour les autres pays. Donc, il y a tout ça, c'est le mécanisme du retour, mais ça doit être encouragé par nos gouvernements, comme la Chine aujourd'hui est en train d'encourager. Si vous relisez l'histoire, le Japon avait envoyé, l'empereur avait envoyé des Japonais en Occident et ils se sont retournés pour aller aider le Japon à être là où le Japon est aujourd'hui. La Chine est en train de faire de façon agressive. Aujourd'hui, je venais de dire le dernier rapport, le rapport de l'Amérique et de la Chine, sur la matière, ils ont une matière première qui existe en Chine, qu'on utilise dans les cellulaires et l'ordinateur et les iPads. Donc, la Chine, comme le gouvernement américain actuel veut ramener les emplois à l'intérieur de l'Amérique même, la Chine a bloqué l'importation de ces matières premières. Donc, la seule façon où tu peux te laisser l'industrie en Chine pour créer de l'emploi là-bas. Sinon, les matières premières ne sortent pas en violation des accords de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine a ratifié. Vous avez une petite quantité au Congo, RDC, aujourd'hui, ces matières-là. C'est des matières très très chères et c'est les deux pays pour le moment qui sont réputés d'en avoir, mais la Chine a le plus grand réserve. Donc, vous voyez, donc il faut les mécanismes mis de nos gouvernements dans ces pays pauvres, notamment en Afrique, puissent être capables d'attirer ceux qui sont venus étudier, les chimistes, les physiciens et autres, pour se retourner dans le pays à travers des mécanismes de soutien et au sein des recherches scientifiques, au sein aux universités privées et certains gouvernements même, ils ont leur service de recherche scientifique aussi. Donc, merci beaucoup, M. Nima Chérif François. Direction Raleigh, M. Diona, en 10 secondes, comment
encourager? Quelles solutions pour que l'Afrique puisse percer dans les technologies? Je vous remercie, M. Sagno. Je crois que l'Afrique doit reconnaître où elle se trouve par rapport aux autres. C'est connaître son retard et voir vraiment, faire un constat d'abord. Je crois à travers cela, je crois que la conscience viendra. Le favoritisme doit être arrêté. C'est ce qui tue l'Afrique. Il faut être patriote. Il faut voir, il faut aller de l'avant. Dire que non, on a besoin de ça, ça sont nos besoins, nous devons investir dans ce sens-là pour pouvoir faire des choses. L'Afrique est très, très riche. Quand on regarde un peu partout, si l'Afrique se mettait ensemble, je crois qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à M. Thiona. Jean-Pierre Guilavogui, rapidement, quelle solution pour l'Afrique? Voilà, merci. Mon frère, je viens de le dire, la solution, c'est de faire un constat, d'être conscient que le retard est là et il faut qu'on se mette au travail et prendre les bras ballants, ceux qui doivent faire le travail, qu'ils soient quand même sponsorisés, aidés pour que la vie, qu'on puisse avoir le lendemain meilleur. Merci beaucoup à M. Jean-Pierre Guilavogui. Sont sur ces notes d'espoir que nous fermons portes et fenêtres de cette émission, mesdames et messieurs, compte tenu de l'intensité des appels extérieurs. Nous n'avons pas pu aborder le dernier point qui était à l'ordre du jour. Ce n'est que partie remise car vous pratiquez l'Internet tous les jours. Alors nous ferons donc un débat spécial sur les conséquences de l'Internet sur l'économie du marché ici dans notre pays d'accueil. Georges Léonard Sagno, dans cette grande émission, dans le studio central pour la coordination et la présentation, Abdallah Ba à la technique depuis New York. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions. Merci et bonne soirée chez vous. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, pratiquez Radio Guinée, www.rgusa. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres débats. Merci et bonne soirée chez vous.